Chers amis, merci d'être avec nous. Commentez, partagez cette émission. On a besoin de vous et de vos retours, évidemment. Bienveillants, comme toujours, parce que ça nous permet d'avancer, de se structurer et puis d'évoluer en fonction des productions que l'on vous propose. Quel bonheur de recevoir Robert Martin, alias Bob. Alors là, je ne sais pas si... Bonjour Robert. Est-ce que je vous appelle Robert, Bob? Qu'est-ce que... Pendant 35 ans, on m'a appelé Bob, d'autres Robert, d'autres Martin. D'autres Martin. Donc, Bon. Comme il vous convient. Comme il vous convient. Vous avez sans doute entendu parler de Robert Martin parce que son histoire est assez singulière, assez atypique. Il y a un ouvrage, c'est Le flic guérisseur. Tout ce qui est écrit dans ce livre est vrai et tout ce qui n'a pas été écrit devrait l'être. Peut-être. Laissons vivre ce livre. Laissons vivre celui-ci. Flic guérisseur, parce que vous allez voir que l'histoire de Robert est assez extraordinaire. Il y a une adresse dans Paris, le 36 quai des Orfèvres, qui fait autant fantasmer qu'il fait également peur. Oui, tout à parfois. C'est rassurant de savoir qu'il y a une adresse qui existe et qui est là. Vous avez failli dire église. Église, oui, peut-être. Mais c'est quelque part une église. C'est une famille d'âmes, le 36. Au sein du 36, j'ose espérer que le nouveau 36, qui est maintenant 36 rue du Bastion, on a réussi à transporter cette âme du 36. L'âme du 36, c'était prodigieux, c'était palpable. La montée des escaliers, arriver sur ce palier et gravir l'escalier du 36, peu de gens étaient... Parmi les voyous, peu de gens étaient fiers de les monter, quoi. Alors, vous avez été jusqu'à être le chef de cabinet du directeur général de la police nationale. Tout à fait. Et vous avez démarré tout en bas? Je me démarrais tout en bas. Je poussais des chariots de dossiers dans la cour du palais de justice, en tant que vacataire. En tant que vacataire. Alors, on va voir. 36 quai des Orfèvres, flic guérisseur. Vous allez vraiment écouter cette histoire. Il faudrait plus d'une heure pour rentrer dans le détail, mais le livre est d'abord passionnant, ça se lit presque comme un polar. Si vous le dites, ça me fait très plaisir, mais je n'ai pas écrit un polar, j'ai écrit ma vie. La vie, et c'est très autobiographique. Une partie de ma vie. Exactement. Est-ce qu'on peut dire, Robert, que vous avez tout connu dans votre carrière? Le meilleur comme le pire? Oui, dans ce sujet-là, oui, le meilleur comme le pire, mais j'ose espérer que j'ai encore beaucoup de choses à connaître dans cette vie ici. Et je vous le souhaite. On ne connaît jamais tout de la vie. Maintenant, dans ce que j'ai pu raconter, où j'en suis à l'heure actuelle, oui, je pense avoir connu une grande partie de l'âme humaine, même si l'âme humaine est tellement vaste et a tellement de recoins que parfois c'est un peu compliqué. Jusqu'au pire de l'âme humaine? Jusqu'au pire de l'âme humaine, oui. Oui, tout à fait. Jusqu'au pire de l'âme humaine. Mais de voir le pire de l'âme humaine, avec ce côté humain que nous sommes, on se dit c'est épouvantable et ainsi de suite. Et moi, je me force à me dire, quel est le but de ça? Pas le pourquoi, je ne me pose pas la question du pourquoi. Mais quel est le but de ça? Parce que pour moi, à la fin, il y a l'amour, il y a quelque chose de puissant qui est derrière. Et de connaître le dessein final, j'y aspire à connaître le dessein final. Parce que parmi les atrocités que j'ai pu voir, il y a des scènes que j'avais décrites, on m'a dit non, c'est trop fort. Donc ça a été retiré, je les ai retirés parce qu'effectivement, à la relecture, je me disais, je ne peux pas faire lire ça à tout le monde. Où il y a des choses épouvantables que j'ai vues. Mais ouais, il y a forcément un but. Je me rassure en me disant, il y a forcément un but. Même aujourd'hui, vous avez la réponse à cette question du forcément un but? Pour moi, il y a forcément un but. Maintenant, je n'ai pas la réponse au but. Ouais. Quel est le but de votre vie, Marc? Quel est le but de ma vie? On a tous l'espoir que quelqu'un vienne et nous dise, je sais pas, toi, tu vas aider la vieille dame à traverser, ou tu vas prendre le petit qui n'arrive pas à traverser, et ce petit-là va transformer le monde. Imaginons ça. Je vais évoquer évidemment quelques noms et quelques situations, quelques dossiers, le gang des postiches, l'affaire de Guy Georges, évidemment l'attentat du Port-Royal, l'affaire Mera, ces dossiers si douloureux, le gang des barbares, l'affaire Lady Di, etc. Tous ces dossiers sur lesquels vous avez travaillé, vous dites, il y a quand même l'amour quelque part derrière ça? Oui. Alors,
Dans le livre, je ne développe pas ces dossiers, affaires-là. évidemment. J'en développe deux. Il y a deux dossiers que je développe parce que ces affaires ont été médiatisées, archi-médiatisées. Tout le monde en a parlé. Ainsi Trop, de suite. peut-être? Trop, je ne sais pas si on parle toujours trop, mais il y a beaucoup de gens qui parlent trop. Voilà. Il y a le concept de tourner cette fois sa langue dans la bouche. Certains devraient l'adapter et l'adopter. Ces affaires, ce qui m'horripile, moi, et j'essaye de le faire comprendre, la police judiciaire actuelle et avant n'est pas un homme seul. Colombo, en France, n'existe pas. C'est impossible. On est un individu qui est à l'intérieur d'un groupe, et ce groupe est à l'intérieur d'une brigade, et cette brigade est constituée des individus que constituent les groupes. Donc, une fois qu'on a compris que le plus petit fait partie de tout et que le tout, c'est grâce au plus petit, ben, ça produit ce que ça produit. La brigade criminelle, la BRI, la BRB, la section antiterroriste, tous ces services que j'ai connus n'existent que parce que c'est la multitude des personnes qui la constituent. Et je me suis forcé à ne pas raconter dans le détail certaines choses. J'ai participé à certains niveaux à toutes ces affaires. Je décris une affaire où là, j'étais seul avec un autre collègue. Et je dis également qu'il y avait l'autre collègue. Je n'étais pas seul pour réaliser une affaire. Enfin, pour mettre à bout la mission qui m'était donnée. Mais c'est une mission à l'intérieur de l'enquête. Et ce qui permet à l'enquête d'être résolue. Donc, encore une fois, la notion de groupe est importante au niveau de la conception de la police. Mais ce groupe constitué d'âmes, d'humains, c'est ça qui est énorme. Tout à l'heure, vous me parliez, et c'est étonnant, ça m'a fait frissonner quand vous m'avez dit, mais vous avez failli dire église, mais pour le 36, mais c'est quasiment ça, quoi. Certains vont se dire, mais ça y est, il est fou, il va prendre... il va rentrer dans la gourou attitude. Voilà, la gourou attitude, et la police judiciaire n'est pas une secte. Ouais. Non, la police judiciaire n'est pas une secte, mais on avance dans un but commun, le bien-être de la société, et mettre un terme aux méchants, au mal, quelque part. Alors, c'est très intéressant, Robert, et j'ai été vraiment passionné par ce que vous avez écrit, parce que on se demande parfois, avec la sensibilité que vous avez, avec l'ouverture d'âme que vous avez, avec la bonhomie que vous avez aussi, je suis très étonné que vous ayez choisi ce plan de carrière. Choisi? Est-ce qu'on choisit réellement vous savez, le chemin de la vie n'est fait que de rencontres et de séparations. Vous êtes là, je suis là aujourd'hui, nous sommes là pour un but, essayer de faire avancer la question, pas de donner de réponse, forcément, mais faire que les gens qui nous écoutent, qui nous voient, se disent, tiens, c'est intéressant ce qu'ils disent là. Je suis quelqu'un de structuré, j'ai les pieds sur terre, je suis rationnel, je sais ce que c'est que la vie, mais je dis, il y a autre chose. Il y a autre chose de plus grand. De plus grand, de plus beau. De plus beau. Qui nous transporte, à qui font faire confiance. Après, on n'est pas dans un monde de bisounours. Moi, j'ai fait des actions violentes, ouais, parce que, étonnamment, on fait un procès d'intention actuellement, mais depuis toujours. Hein, je rappelle quand même, dans le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, au mot police, la définition, c'est police, a toujours tort. Oui, vous le dites dans le livre. Oui, mais je le répète parce que c'est important. Donc, déjà, à l'époque de Flaubert, police a toujours tort. Donc, j'ai fait ma carrière avec ça comme idée. Maintenant, ce qui m'agace, c'est d'entendre la police tue. La police ne tue pas, la police est là pour protéger, la police est là pour aider, la police est constituée à la base de gardiens de la paix. Mais pour faire la paix, ben parfois, devant l'ennemi de la paix, lui, il n'est pas là pour nous jeter des fleurs, il n'est pas là pour nous faire des câlins, il est violent. Et pour arrêter la violence, ben, il faut utiliser la violence. Alors parfois qu'elle soit mal utilisée, c'est certain, il faut mettre un terme à ce qu'elle soit mal utilisée. Mais on ne peut pas interpeller. Il n'y a pas d'interpellation tranquille. Je n'ai jamais vu
et Dieu sait si j'en ai interpellé, le voyou qui disent « Allez les gars, oui, c'est bien, je viens de tuer quelqu'un, mais je me rends, je viens de braquer une banque, je me rends, je viens de cambrioler une famille, et j'arrive, non, je vous donne tout, et mettez-moi les pinces. » Non, c'est pas possible. Alors, refermons la parenthèse évidemment sur cette approche de la police, mais quand je disais que vous n'étiez pas nécessairement prédestiné à ça, c'est que ce qui est assez paradoxal, c'est que depuis tout petit, vous aviez cette dimension spirituelle, cette dimension parfois un peu magique, mystique, au travers de certaines perceptions, depuis tout petit. Donc vous auriez pu choisir un autre plan de carrière moins rationnel. Vous avez raison, Marc. J'aurais pu choisir un autre plan de carrière, mais il y a eu quelque chose de par ce que je décris dans mon livre, je veux protéger aussi. Je veux protéger. J'ai voulu protéger mes sœurs, j'ai voulu protéger. La notion de protection, pour moi, est importante. Et je pense que ça s'est distillé plus ou moins. Et à 10 ans, je ne rêvais pas d'être policier. J'avais d'autres préoccupations. Je ne rêvais pas d'être policier. Et ensuite, j'ai découvert ce métier. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Donc, oui, j'avais quelque chose en moi qui m'a poussé à ça. Après, ce côté spirituel, ce côté de perception... Qui arrive très tôt, chez vous. Très, très tôt. 7-8 ans, vous commencez déjà à avoir les premières perceptions. Oui. Donc là, je me laisse porter. Et surtout, mais je le dis avec le mot d'adulte que je suis maintenant, c'est j'accepte. J'accepte de recevoir, j'accepte de percevoir, j'accepte. Mais cette acceptation d'avoir des informations ou de percevoir des événements font que je reste quand même ancré. Ancré. Voilà. Ouais. Et le fait d'avoir ces perceptions qui me conduisent vers la police, au sein de la police, ces perceptions, je ne les ai jamais refusées. Et oui, d'autant que vous avez ces perceptions-là, et puis vous avez, bien évidemment, et c'est pour ça qu'on vous appelle le flic guérisseur, ce magnétisme jusqu'à aider vos collègues, vos confrères et au sein de la police. Mais il y a des choses quand même, les perceptions. J'écris ces fameux 3 êtres de forme humaine que vous voyez arriver. Là, vous êtes jeune. Je suis très jeune. Vous êtes très jeune et vous voyez donc 3 êtres. Oui, il y a 3 êtres qui apparaissent à la fenêtre de la maison dans laquelle j'étais avec ma grand-mère à l'époque. Et ils sont encore... Le fait simplement de les évoquer m'apparaissent dans... Visuellement, Visuellement, je les vois. Vous les voyez. Je les vois. Ouais. Donc c'est quelque chose de fort. C'est une puissance énorme qui m'a accompagné. Et ces 3 êtres, j'en parle à ma grand-mère et qui me dit que j'ai beaucoup de chance d'avoir accès à ça. Parce que Mamie Adèle, vous l'appelez comme ça? Mamie Angèle. Mamie Angèle, pardon. Mémère, parce que dans le Nord, vous savez, je suis du Nord de la France. Mémère Angèle. Voilà, Mémère. Voilà. Et Mémère Angèle a du magnétisme. Oui, elle le cache, mais elle en a. C'est-à-dire, elle est coupeuse de feu, barreuse de feu. Donc, tout petit, je vois arriver des gens qui tapent à la porte. Parfois même très tard le soir, pas dans la nuit, mais très tard le soir, ils arrivent et ma grand-mère Angèle se met de côté et les soigne et ils repartent. Et on les voit revenir 2-3 jours plus tard avec un poulet, des œufs, enfin bon voilà, parce que c'est... Le petit troc. C'était la tradition. C'était la tradition. C'était la tradition. Et c'est encore d'ailleurs la tradition dans pas mal d'endroits. Et alors cette Mémé, c'est ça que vous avez dit? Mémère. Mémère. Cette Mémère. Angèle, appelez-le Angèle. Angèle, elle a évidemment énormément compté pour vous. Pour moi, ça a été un refuge, ma grand-mère maternelle. Pour moi, ça a été un refuge. Comme il est dit derrière le 4e de couverture, je suis né de père inconnu. Je voulais que ça soit mis, père inconnu. Et elle m'a donné quelque chose. Elle m'a transmis quelque chose d'impalpable, quelque chose de subtil, mais qui transcende, voilà, qui a fait que j'ai pu passer toutes les épreuves, et j'en ai quelques-unes dans le livre, toutes les épreuves pénibles
voilà, qui ont réussi à me faire surmonter toutes ces épreuves et à être ce que je suis. Parce que vous êtes le légataire de cette fameuse prière des barreurs de feu. Ça, j'ai entendu des magnétiseurs dire ça fait partie du fantasme, ça fait partie de l'histoire. N'importe qui peut avoir effectivement cette énergie et il n'y a pas nécessairement besoin d'être coopté par un membre de la famille. Je rejoins l'analyse de ces gens. De toute façon, la prière que ma grand-mère me donne est une prière qui a des intonations chrétiennes. Mais on s'aperçoit qu'il y a des barreurs de feu au Maghreb, il y a des barreurs de feu en Israël, il y a des barreurs de feu en Inde. Ils n'emploient pas les mêmes termes. C'est l'intention aussi qui fait que croire réellement et envoyer de l'intention vers la personne qui vient vous solliciter est importante. Donc, cette transmission, est-elle nécessaire? Peut-être pas. Si certains ont accès à cette information, à cette possibilité de soigner la personne spontanément, mais c'est bien, il faut qu'ils l'utilisent. Plus on sera de grand nombre à l'utiliser, mieux ce sera. Après, méfions-nous de celui qui sait tout faire. Oui, bien sûr, parce qu'il y a aussi, comme on dit, à boire et à manger, hein, dans cette dimension-là, dans ces dimensions-là, il faut être effectivement extrêmement méfiant. Alors, je ne dis pas que je suis le référent, non, c'est pas ça, mais j'estime avoir assez de recul et de capacité et de rationalité pour dire attention, méfiez-vous aux personnes qui peuvent se présenter ou en tant que guérisseur magnétiseur. Alors, mais il y en a de nombreux. Hein. Bien sûr, bien sûr. De très bons. Et de très bons, bien entendu. Alors, Robert, il y a aussi une chose qui est importante, ce rapport à votre grand-mère. Évidemment, une grand-mère qui n'est pas éternelle sur ce plan terrestre. Et dans vos perceptions, vous dites que le jour de son départ, vous n'êtes pas à ses côtés, mais vous la sentez. Oui. Et vous savez. Et je sais parce que je pleure. Sans savoir pourquoi vous pleurez. Et je ne sais pas pourquoi je pleure, et je pleure. Et alors, j'ai un côté émotif, de toute façon, que je ne... je suis un bon client de films émouvants où je peux facilement verser ma larme. Mais ce qui est incroyable pour un flic de votre niveau. Oui, mais je peux très bien être avec des scènes épouvantables que j'ai vues, des scènes d'attentats ou autres, et être complètement détaché de ça. Mais je ne sais pas, il y a un moment dans l'émotion qui est subtil, où ça donne l'impression que l'émotion se transforme en sensibilité. Et donc ça fait une sensibilité exacerbée, et c'est là qu'on perçoit l'autre. C'est là qu'on voit que l'autre a une sensibilité. Et là, ça m'émeut de ressentir la sensibilité de l'autre. Et votre grand-mère part. Et ma grand-mère part. Je suis à Paris, elle est dans le nord de la France, elle décède. Et à l'instant où elle est décédée, je me suis mis à pleurer dans la cour du palais de justice. Oui. Comment? Ça reste dans le mystère. Le fameux mystère. Et ce qui est formidable aussi, parce que quand on a une relation aussi forte avec un membre de sa famille, en l'occurrence avec votre grand-mère, on s'imagine et on se dit pourvu qu'il la ressente, pourvu qu'il la perçoive, pourvu qu'il y ait une manifestation de quelque chose. Et ça va être le cas. Et c'est le cas. Et elle n'est jamais bien loin, de toute façon. Voilà. Et j'ai eu la chance de percevoir sa présence de nombreuses fois dans ma vie. Même physiquement? Oui. À l'arrière de la voiture? Oui, tout à fait. C'est extraordinaire, ça. Ouais, cet épisode est extraordinaire, oui. Je la vois réellement dans la voiture. À un moment critique, je la vois réellement dans la voiture. Et elle est là. Au moment où vous allez vous cracher en voiture? Oui, elle est là. Et le témoignage de la personne qui me suit, qui dit « mais on aurait dit que la voiture était sur un rail », après avoir fait des embardées, est extraordinaire. Ouais. Voilà, c'est vrai que... Elle vous apparaît avec un sourire en plus? Oui. Ouais.
à l'arrière de bien. la voiture, Ouais, tout va très bien. tout va bien. Tu vas dans le mur, mais tout va très bien. Ouais, ouais, tout va bien. Voilà, tout va bien. Ouais. Et donc, et tout va bien. Et tout va bien. je suis Et là. vous vous en sortez parfaitement Voilà. bien. Ouais, complètement, Voilà. c'est incroyable. Donc, il y a plein de. Et j'ai la chance qu'elle continue à être omniprésente. C'est bon. Voilà. J'ai la chance qu'elle continue des années plus tard à être omniprésente. Cette année, en début d'année, j'ai eu sa présence, donc c'est énorme. Super, super, C'est énorme. super. Sans sollicitation particulière. Quand il y a toutes ces perceptions, tous ces ressentis, et on sent que c'est crescendo dans votre vie et que c'est systématiquement, il y a des très belles rencontres. On va en détailler quelques-unes. Et que vous évoluez en même temps dans un univers si cartésien qu'est l'univers de la police. À quel moment vous commencez à dire à vos collègues « je peux faire ça, j'ai telle perception, j'ai tel ressenti » ou alors est-ce que vous dites c'est blackout pour l'instant pour éviter de passer pour un illuminé? Je suis au commissariat dans le 15e arrondissement, commissariat Saint-Lambert, et il y a un collègue, c'est pas dans le livre, il y a un collègue qui sort de voiture et il se tord la cheville, et donc ça lui fait une petite entorse, et je le vois, et je lui dis, bah attends, je vais te soulager, enfin bon, voilà. Et je le soulage. Et là, je pense que... Ça a fait le tour. Ouais, mais à l'époque, j'ose espérer qu'elle est encore, c'est une grande famille, la police. Et on sait forcément ce que le cousin est devenu dans une grande famille. Donc voilà, donc ça se sait. Après, je suis parti à la première division de police judiciaire. On savait que j'avais j'avais quelques capacités. Après, à la BRB, on savait que j'avais des capacités. À la BRI, c'est là où il y a eu plus de personnes qui me sollicitaient. Ensuite, bah oui, les autres services, jusqu'au chef de cabinet où j'ai eu on était au ministère de l'Intérieur, il y avait plein de gens qui savaient qu'il fallait venir voir Bob pour être soulagé. Donc, ça ne m'a jamais gêné. Vous savez, être guérisseur, c'est pouvoir supporter la moquerie, la riserie, ça n'existe pas, c'est pas possible. Enfin, moi, comme je dis, je suis pas là pour convaincre les sceptiques. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait des sceptiques. Au contraire, ça fait avancer le schmilblick. J'ai un ami, Joël Steinheimer, qui est décédé récemment, qui était physicien. Et je lui disais, mais Joël, donc j'avais de nombreuses discussions avec lui, et Joël, je lui disais, mais Joël, toi qui est érudit, toi tu peux m'expliquer? Il me disait, mais tu as une chance inouïe, tu es dans quelque chose que la science n'est pas prête d'explorer et de découvrir. Ça, c'est une ouverture d'esprit énorme. Vous avez toujours considéré que c'était une chance? Oui, c'est une chance. Je pense que le mystère doit rester. Le mystère doit être. Le mystère fait partie de l'être humain et de notre condition humaine, le mystère. Et de la magie. Oui, de la magie. Il y a un petit côté magique. Ce côté mystérieux, il est passionnant. Il est passionnant et c'est vrai qu'il y a le côté magique, vous avez raison de le souligner, mais ce côté magie est supplanté par... enfin, moi, le côté mystère, franchement, je me laisse porter. J'ai confiance. J'accepte. J'y vais. Je sais que le chemin n'est pas facile. Je sais que... Mais bon, c'est pas grave. J'accepte. Je suis sur le chemin. C'est de la résilience? Oui. Pourquoi pas? Oui. C'est parfois sacerdoce. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors, cette émission s'appelle Les Rencontres et votre vie a été ponctuée de rencontres extraordinaires. Et c'est presque des synchronicités. Oui. Je vous disais, la vie n'est faite que de rencontres et de séparations. Et c'est vrai que le thème Les Rencontres me convient parfaitement, ne serait-ce que la vôtre déjà. Vous voyez, donc je suis honoré que vous soyez là. C'est quelque chose de fort. Vous comme moi, on ne pouvait pas s'imaginer qu'on allait se rencontrer il
il y a 15 jours, 3 semaines, on pouvait... Voilà, D'ailleurs, si on vous ne avez le un savait plan pas. pour faire sauter les PV, c'est bien. Alors, non, je plaisante. Non, mais je parle des rencontres parce que jusqu'aux plus hautes instances de l'État, et je pense à l'anecdote du Premier ministre qui vous offre un livre, et ce livre qui parle des anges, la fameuse enquête sur l'existence des anges gardiens, c'est quand même, là aussi, c'est improbable que d'imaginer qu'un Premier ministre vous offre un bouquin avec cette dimension spirituelle. C'est comme ça. Je n'ai pas d'explication rationnelle à ça. Est-ce que c'est quelqu'un de son entourage qui lui a donné et qui m'a été transmis? Très certainement. Maintenant, le Premier ministre en question, donc Édouard Balladur, que je ne nomme pas dans le livre, euh, croyait à tout ça. N'était pas réfractaire à tout ça. Voilà, c'est Comme certains présidents de la République qui y croient aussi. le plus célèbre a été Mitterrand. François Mitterrand, François Mitterrand, bien sûr, qui consultait régulièrement. Qui consultait, qui avait son sûr. astrologue, qui consultait, qui a mis en place des structures étonnantes dans Paris. Donc voilà. Donc ouais, à tous les niveaux, de la société. Donc ouais, ça rejoint un peu, vous voyez, la question tout à l'heure dans la police. Il y a des gens qui y croient, il y a d'autres gens qui n'y croient pas. Donc l'attitude du guérisseur dans ce monde-là, c'est d'être le plus humble possible. Surtout, ne jamais se croire un grand homme. Il y a une chanson de Louise Attaque qui répète cette phrase-là, ne pas s'imaginer être un grand homme. Un grand homme. Est-ce que vous êtes pas dit que dans le vacarme de ce métier, qui est tout aussi passionnant que si dur dans les affaires qu'on a évoquées tout à l'heure, vous n'avez pas eu envie à un moment donné de décrocher et de ne vous consacrer qu'à cette faculté que vous aviez? Non, franchement, c'est une mission, c'est quelque part une mission d'aller jusqu'au bout. Je suis allé jusqu'au bout. De par mon parcours, je prouve qu'on peut y arriver, qu'on peut arriver à quelque chose, qu'on peut toujours aller plus haut, ne pas se mettre de barrières. Pour moi, mon champ des possibles, il est immense. Les barrières, oui, il y en a eu, mais la barrière, on la contourne, on la saute, on passe en dessous, enfin bref. Il faut s'imaginer ce champ des possibles comme étant possible et réalisable. La notion de vouloir quitter la police, ben non. J'ai quitté la police dès l'instant où j'ai été mis à la sécurité routière, qui est une noble cause également, attention, mais c'était plus dans la... C'était plus, voilà, ce n'était plus la même action. Le temps était différent. La notion d'urgence est complètement différente. Donc, voilà. Alors, dans cette deuxième partie d'émission, Robert, je voudrais qu'on parle de ces fameuses rencontres. Parce que, alors, il y en a eu quelques-unes. On l'a évoqué, on en parlait hors antenne, évidemment. Il y a des tas de choses. Alors, une fois que ça se sait au sein même de la police, j'imagine bien entendu que ça fait le tour. Et dès l'instant où il y a une brûlure, un zona, où il y a une situation particulière, des petits bobos, j'ai envie de dire, on vous appelle. On m'appelle ou on vient me solliciter. On voilà. vient vous solliciter. On ne m'appelait pas, on venait me solliciter de manière ouverte ou non ouverte. Voilà. Il y a des collègues qui venaient en frappant à la porte, en claudiquant, en disant voilà, ça va pas. D'autres qui avaient des torticolis et certaines d'autres personnes qui venaient parce qu'elles n'osaient pas, mais que c'est quelqu'un d'autre qui leur disait va voir Bob. Alors, un exemple, le piche. Le piche, ah ouais. Le piche, c'est étonnant. Le piche, il a très mal au dos. Et on est à la BRI, donc le piche, c'est un homme. Voilà. J'adore les femmes, hein, mais là, c'est vraiment le côté masculin physique. C'est un Golgoth. Et je lui fais le soin et je le sèche. Donc, voilà, en lui faisant le soin, ça va tellement fort et tellement loin qu'il tombe dans une forme de léthargie, voilà, et les collègues autour qui se marraient sont bluffés et il y a le silence qui se fait, quoi. Voilà, là, à partir de ce moment-là, c'est vrai que le piche a donné une autre image de moi, voilà, parce que et c'est quelque chose que je ne m'explique pas, qui arrive parfois encore d'ailleurs, où je suis obligé dans le cabinet
d'asseoir les gens et d'arrêter parce que je sens que la personne Va pas bien. Si, elle va très bien, au contraire. Ah oui, oui, oui. Après le soin. Oui, oui, après le soin. Elle va Oui, très bien, au oui, contraire. oui. Mais elle va perdre pied. Voilà. Elle part dans un lieu où elle seule sait où elle est allée et, et qu'on ne connaît pas. Ce qui est touchant dans votre livre aussi, c'est tous les enfants des collègues aussi. On vous amène les enfants. Je pense à à Adrien, le fils d'un de vos collègues aussi, qui faisait des crises d'épilepsie. Vous lui sauvez la vie. Ouais, je ne sais pas si je lui sauve la vie. Je réussis à remettre les choses dans le bon ordre parce qu'il y a quelque chose qui fait que La magie s'opère. la magie s'opère avec le mystère qui est dans la magie. Exactement, exactement. Donc non, c'est vrai que c'est toutes ces rencontres que je cite dans le livre sont étonnantes, mais il y en a encore tellement d'autres. Mais il y en a d'autres. Alors, le cas de possession. Ouais. Parce que ça va très très loin. Ouais. Là, j'ai réellement touché. J'ai pas touché. Je touche pas les gens. J'ai la particularité de pas toucher les personnes. Et là, c'était quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. J'étais pas programmé pour ça. Enfin, visiblement, je l'étais vu que ça s'est passé. Mais ça a été quelque chose pour me faire rencontrer aussi. Cette fameuse Maria la Philippine. Voilà, et de faire ce soin, d'arriver au résultat dans lequel on est arrivé, et ensuite, je vous dis là, vous voyez, ça m'a permis d'aller voir les prêtres exorciseurs du diocèse de Paris. Pour moi, c'était pas concevable or, j'y suis allé. Après, je suis reçu par un prêtre, enfin, c'est encore plus étonnant. Donc, ouais, il y a ce côté rencontre qui est étonnant. Je parle de religion chrétienne, mais je reçois des rabbins, je reçois des imams j'ai reçu des gens du Conseil musulman de France. Pour moi, c'est... Qui viennent par curiosité? Qui viennent parce qu'ils se posent des questions de savoir si... c'est toujours le doute si je fais une incantation vers des esprits ou quoi que ce soit. Je ne fais rien de tout ça. Ce n'est que l'énergie d'amour. Quelque part, oui. Ouais. J'ai cette captation d'énergie. Et moi, je ne suis que l'intermédiaire. C'est pas moi. Ouais. Je ne suis que l'intermédiaire qui transmet quelque chose à la rencontre. De tous les dossiers sur lesquels, et Dieu sait qu'on les a évoqués, qui ont été difficiles dans votre carrière, est-ce que cette énergie d'amour-là, face au pire de ce que vous avez vécu, mais ça reste un être humain, vous avez eu envie d'apposer vos mains pour lui transmettre cette énergie d'amour? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas? Face au pire. Face au pire, il y a eu des fois, j'ai en mémoire des scènes où j'ai plutôt envie de lui casser la gueule plutôt qu'autre chose. Vous voyez, je suis très honnête. Mais face au pire, là, sur toutes les situations policières auxquelles j'ai vécu et qui étaient épouvantables, lorsque j'avais l'auteur de ces atrocités ou de ces actes, je le plaignais. Mais je n'avais pas l'intention de lui poser les mains. Mais je le plaignais, ouais. Tout en étant très flic. Et donc je faisais les auditions, je le poussais dans ses retranchements. Si c'était à moi de faire une audition poussée et de le faire avouer, oui. De lui apporter les preuves qu'on savait que j'allais très loin et je n'avais pas... Non. Mais j'avais une forme d'amour, Marc. C'est pour ça, c'est la question que je vous posais. Il y a l'amour. Il y a l'amour, oui. Au-delà de ça, il y a de l'amour. C'est une dualité qui était en moi. Clairement. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que cette énergie d'amour était là face au pire? Elle était là. Je pense que le fait d'avoir rencontré certaines personnes, et je ne veux pas les nommer, mais qui avaient fait les pires choses,
le fait de les regarder au plus profond comme je vous regarde là, voilà, ils ressentaient quelque chose. Ils ressentaient quelque chose? Je le crois sincèrement. Après, vous savez, l'être pervers, il doit vivre sa vie de pervers, il doit vivre sa vie de criminel, il doit vivre sa vie de misère qui est la sienne. Je ne sais pas pourquoi il l'a choisi, d'ailleurs, cette vie-là, mais bon. Et est-ce que sur certaines auditions, il savait qui vous étiez? En tout cas, Non, la faculté, jamais. non, jamais, Jamais, rien à voir. jamais, rien à voir, rien à voir. Non, non, jamais, non, non, ça, il était hors de question. Au même titre que quand on fait une audition, ne pas savoir si on... C'est bien qu'il n'y ait rien qui transpire de votre personnalité et surtout de vos... de ce qui est intime ou autre, non, surtout Alors, pas. je voudrais qu'on parle, Robert, de votre nom. Martin, parce que ce nom-là a une histoire aussi qui est extraordinaire. C'est pas votre premier nom, j'ai envie de dire. Mais je nais sans nom. Je nais de père. Je suis né Robert Duflot, né de Marie Duflot et de père inconnu. C'est comme ça que c'est écrit sur l'acte d'état civil. Et je deviens Martin. Je le raconte dans le livre parce que ma mère rencontre un homme formidable, qui est bien plus jeune qu'elle, et qui décide de vous adopter. Lui estime que le nom de père inconnu est un peu... n'est pas correct, n'est pas bien, comme il disait. Et lourd à porter. Oui, lourd. Enfin, je l'ai jamais... J'étais fier d'être Robert Duflot. J'étais fier d'être Robert Duflot. Parce que j'étais le descendant de mon grand-père maternel. Il y avait une suite avec ma grand-mère maternelle. Il y avait quelque chose de... J'étais fier, oui. Je deviens Robert Duflot, j'ai donc 12 ans. C'est un choc, changer de nom. Vous devenez Martin. Robert Martin, pardon, oui. Je deviens Robert Martin à 12 ans. C'est un choc de changer de nom. Et bon, bah voilà, ça se fait. Et ce changement de nom réapparaît 50 ans plus tard. 50 ans plus tard. Et là, c'est incroyable. Écoutez l'histoire. Là, c'est incroyable. On est en 2013, c'est ça? Oui, 2015, je crois. Je ne sais plus. Excusez-moi, là, je suis. Voilà, je n'ai plus les dates en tête, mais. Et on vous envoie en mission à Arcachon? Non, j'ai quitté la police. Ah, vous avez quitté la police? J'ai quitté la police, c'est pour ça, donc ça doit être 2015, il me semble. Et vous allez à Arcachon? Je vais à Arcachon, voir une amie qui est à Arcachon. Et je suis dans l'hôtel, et je me réveille le matin, et j'ai une voix qui me dit vu que tu es là, tu vas venir me voir. Et là, je me dis mais qu'est-ce que c'est ça? Enfin, j'entendais clairement cette voix-là. Donc, bref, je me lève, et cette voix qui revenait quasiment en permanence au petit déjeuner, qui revient, et ainsi de suite. Et je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est ça? Donc, et j'avais le PC, donc j'ouvre le PC, et je ne sais pas pourquoi, je tape Robert Martin. Et là, du fait d'être à Arcachon, ça me géolocalise, et je découvre Robert Martin, chef des guérisseurs. Incroyable. Un Robert Martin, même prénom, même nom, même fonction, j'ai envie de dire, même capacité, existe précisément à Arcachon, là où vous êtes. Ouais. Alors, il existait. Il existait. Et je découvre qu'il est décédé dans les années... il est décédé dans les années... j'oublie le... 66. Voilà, en 66. Il est né en 18 et il est décédé en 66. Et je trouve ça énorme. Quand je vois ça, il est né en... Il est décédé en 66 et je prends le nom en 70. C'est incroyable. Incroyable. Et donc je me dis, je vais, vu la question, vu que tu es là, tu vas venir me voir, je me dis, bah, je vais essayer de trouver. Donc en allant sur le net, je découvre qu'il est enterré à Arcachon. Je vais donc au cimetière d'Arcachon et je me laisse guider et je retombe sur sa tombe à Arcachon. Et là, sur la tombe... Alors Robert Martin, chef des guérisseurs, était quand même un peu perché, quand même plus perché que moi. Il a même sa statue. Oui, mais c'est la seconde partie de mon... Parce que je suis devant la tombe, et devant la tombe, je vois cette tombe qui a été
dessiné et réalisé par un grand sculpteur et ainsi de suite. Enfin, c'est le mégalo complet, quelque part. Full star. Oui, full star, voilà. et je me dis, bon, il ne se passe rien et tout. Et instinctivement, je me dis, tiens, il faut que je voie la statue. À l'époque, sur le site, c'était indiqué qu'il résidait dans le quartier des Abbaties, donc je vais sur le quartier des Abbaties. Je me passe devant des maisons pour essayer de comprendre. Je m'arrête devant une maison, je découvre après que c'était la sienne. Et je tourne et je vais au square des Abbaties. Il y a un petit kiosque, je monte sur le kiosque et là, je découvre cette statue qui est à l'écran où je me dis c'est incroyable, quoi. Donc je prends mon smartphone pour faire une photo parce que c'est énorme. Donc je prends la photo et au moment où je prends la photo, il y a un petit garçon qui arrive et qui me dit il est où ton chien? Je lui dis mais j'ai pas de chien. Et il me répète il est où ton chien? Je lui dis non, t'es gentil mais j'ai pas de chien moi. Et derrière il y a une dame qui arrive et qui dit mais arrête d'embêter le monsieur. Je lui dis non, il ne m'embête pas. Et elle me dit mais pourquoi vous prenez la photo comme ça? Et là spontanément je lui sors une carte, ma carte de visite sur laquelle c'est marqué Robert Martin, magnétiseur. Je lui tends et là elle-même me prend le poignet en me disant mais c'est incroyable. Et là je découvre que le petit qui me dit où il est où ton chien, c'est le descendant de Robert Martin. C'est le petit-neveu de Robert Martin que la dame a épousé la famille, enfin le neveu de Robert Martin, qu'ils sont détenteurs de tout un tas de choses. Et je rencontre le descendant de Robert Martin qui me confie 2 médailles, qui me confie l'histoire de Robert Martin, et je trouve ça incroyable. Ça, c'est la photo. Ouais. Et du coup, il y a les chiens. Oui. Et comme je vous dis, le côté mégalo, il avait fait un blason, il avait constitué un blason. Ouais, c'est ça. Oui, mais il a un blason sur la maison. Ah oui, sur la maison. Blason. J'avais la photo, j'ai oublié de la mettre. Il a fait un blason où il y a les 2 chiens sur son blason. Extraordinaire. C'est ça ne peut que m'arriver à moi, Robert Martin. C'est ça qui est extraordinaire. Guérisseur. Parce que les Robert Martin, il doit y en avoir d'autres, évidemment. Martin, allons-y. À chaque fois qu'on me demande mon nom, mon prénom, on me dit précisez la ville, parce que voilà, des Robert Martin. Et la date de naissance, parce qu'évidemment, il y en a des milliers. Bien sûr. Et guérisseur, et lui, chef des guérisseurs. J'ai trouvé ça énorme. C'est une synchronicité extraordinaire. C'est même pas. Qu'est-ce qu'on peut dire d'ailleurs? C'est même pas une synchronicité. Écoutez, moi, je me disais, en vivant cette expérience, je me disais, mais quelle puissance, cette conscience qui arrive à prévoir et à anticiper, à mettre en œuvre quelque chose pour découvrir ça au fil du temps et de s'apercevoir que tout ça pour ça, quoi. Et je me dis, mais c'est vertigineux, vous voyez. Vous n'êtes pas chez vous, vous êtes à Arcachon, vous entendez ça, vous cherchez sur Internet, vous trouvez un lieu, vous rencontrez ce petit garçon, vous rencontrez cette femme, vous arrivez, enfin c'est tout est fait pour que... tout est fait pour que cela existe. Pour que ça existe. Ouais. Et c'est dans quel but? Attendons la suite. Ça, c'est l'épouse de Robert Martin. Voilà. Et donc, franchement, c'est extraordinaire. Voilà encore un exemple de rencontre dans votre vie que je trouve absolument fascinante. Et puis, alors, il y en a une autre qu'on était obligé d'évoquer parce qu'on est en décembre 2011. Vous êtes au cabinet de la Direction générale de la police nationale au ministère de l'Intérieur. Et là, on vous présente. Ouais, par un concours étonnant, une amie qui me dit il y a quelqu'un qui veut te voir, mais tu ne le connais pas, mais il veut te rencontrer. Je dis pourquoi pas. Et je vois apparaître Maître 10. Maître 10. Maître 10 est le spécialiste du Feng Shui pour le Vietnam. Il a une place importante au sein de la structure étatique du Vietnam parce que, en gros, d'après ce que j'ai pu comprendre, ne parlant pas vietnamien, pardon, on le sollicite pour l'implantation de tout ce qui est représentation étatique du Vietnam à travers le monde.
pour établir le plan qui va bien, l'endroit qui va bien. C'est ça. Il est vraiment maître de Feng Shui à un haut niveau. Et ce monsieur veut me rencontrer. Comment il apprend votre existence? Alors, comment il l'apprend? Visiblement, c'est une information qui lui vient de je ne sais où, Ok. qui lui dit que, voilà, en passant par l'intermédiaire de mon ami, qui est d'origine vietnamienne et qui tient un restaurant à Paris, en passant par cet ami-là, il peut me contacter. Donc, il contacte mon ami, qui me contacte, et je les reçois à mon cabinet. Et là, c'est une rencontre étonnante, quoi. Il me dit qu'il est content de me voir, que c'est moi qui cherchais depuis des années. Il me trouve et que je vais aller avec lui au Vietnam, ce qui est pour moi improbable, vu, vous l'avez rappelé, je suis chef de cabinet à l'époque, j'ai un agenda, je travaille de 7 h le matin à 22 h le soir, enfin bon, bref, c'est intense. Je lui dis c'est impossible. Et il comprend que je dis c'est impossible à mon ami qui traduisait. Et lui, il dit non, je lui dis pas, est-ce qu'il peut? Il précise, non, tu vas venir. Tu vas venir. Voilà. Et étonnamment, quelques jours plus tard, je reçois un billet d'avion de sa part, comme quoi il y a presque corruption, parce que là, il me donne un billet d'avion qui est prévu pour un départ qu'il avait fixé lui-même. Et sur mon agenda, la plupart des rendez-vous sur cette période-là se sont annulés. Donc je pars là-bas au Vietnam, accompagné de mon ami qui traduit. Et nous nous retrouvons dans des lieux improbables à Saigon. Et il me conduit à travers, je fais 3 ou 4 lieux particuliers au Vietnam, où à chaque fois, il me demande ce que je ressens, je traduis ce que je ressens, et ainsi de suite. Et il est très heureux. Et notre séjour de 10 jours se termine avec un énorme repas où il me présente à toute sa famille, 25 personnes, comme étant son frère. Et c'est le repas familial où je suis réellement le frère qui cherchait. Mais ce qui est incroyable, c'est que en tant que flic, vous faites pas un travail d'investigation pour essayer de comprendre qui il est, enfin quelle est son histoire, quel rapport il y a avec vous? Au départ de tout, je ne connais pas. Donc, je vous dis, en préalable, je vous ai dit, j'ai découvert qu'il était important dans l'Institut, dans l'État vietnamien, parce que pour eux, c'est important le feng shui, l'implantation des représentations et ainsi de suite. Donc il a un rôle très important et il est très respecté. Donc c'est quelqu'un de très respecté, il a plein de laissez-passer, alors que l'État vietnamien est un peu particulier, on va partout, parce que c'est lui. Parce que c'est Maître 10. Donc ouais, après les peu de recherches qu'on a fait me rassuraient. De toute façon, il n'y avait pas de compromission, quel qu'il soit, dans la relation. Et je n'ai pas transmis d'informations. Il était là pour vraiment... Enfin, les seules informations, c'était sur les lieux où il me présentait. C'était un partage. Une communion, un partage, Oui, pour lui, je pense que cette rencontre-là était importante et il a suivi comme moi, je suis le chemin qu'on nous présente. Et il savait que lui, il était plus au courant que moi que nos chemins allaient se rencontrer. Mais c'est fou parce qu'il vient vous chercher à Paris, quoi. Voilà, il exactement. 1000 lieux de ses origines et de son pays, quoi. Quand cette rencontre a lieu dans mon bureau, dans un premier temps, je pense à un gag par les collègues, parce que je me dis, ils sont en train de filmer, il y a une connerie. C'est le genre de choses qui peut se pratiquer au sein de la police, monter un bobard à un collègue pour qu'il le gobe. Donc voilà, je me suis dit, il y a quelque chose. Et non, c'était bien réel. Et ce que j'ai vécu est bien réel. Ensuite, ça se poursuit. Il y a une autre anecdote sur Stonehenge où il vient me chercher des années plus tard pour qu'on aille ensemble à Stonehenge. Pourquoi Stonehenge? Je ne sais pas, mais... et vous ne savez toujours pas, en fait. Et je ne le sais toujours pas. Toujours pas, oui. Mais... Vous voyez, Marc,
je suis vraiment dans l'acceptation de tout ça. Ouais. Je suis dans l'acceptation de ne pas savoir. Mais est-ce que ça n'a pas au moins décuplé certaines de vos Très facultés? certainement. Très certainement. Ça m'a permis de maturer quelque chose qui vient et qui. Mais est-ce que c'est pas dans un but de quelque chose qui va se passer peut-être dans les minutes qui suivent? En tout cas, vous vous laissez porter. Complètement. Complètement. Je me laisse, je me laisse porter. Encore une fois, notre rencontre est improbable, Marc. C'est vrai. Il faut se laisser porter. Tout à l'heure, vous me disiez les difficultés sur le périphérique. Vous seriez arrivé en retard, c'est pas grave. Est-ce que vous êtes, comme ça. est-ce que vous êtes un adepte, Robert, du tout est juste, rien n'est grave? Avec ce que vous avez vécu, sérieux, vous Tout pouvez est vous dire juste, ça? rien n'est grave. Tout est dans le dessin. Tout est dans le dessin. Regardez qu'une pièce du puzzle ne nous donne pas la totalité du puzzle. Je n'ai pas la faculté de voir la totalité du puzzle. Pour l'instant, ma pièce et les pièces autour de moi me conviennent et donc tout est juste là pour l'instant. Après, le reste, il n'y a que l'esprit divin qui peut nous dire si c'est juste ou pas. Est-ce que vous avez des regrets? Aucun regret. Non, j'ai pas de regrets. Des regrets forts, non, je n'en ai aucun. Peut-être des choses à changer, peut-être mon côté dur parfois, parce que sous des aspects bienveillants ou autres, je peux être très dur. Oui, parce que vous semblez être un mec cool. Je suis cool, mais il faut pas me pousser à bout. Vous pouvez dégainer vite. Alors, l'utilisation de l'arme, Oui. c'est différent. Voilà. L'utilisation de l'arme, Oui, quand on est détenteur d'une arme, c'est un autre sujet. Oui, mais c'est vrai que je peux rapidement, mais de moins en moins. De moins en moins. Je pense que l'âge aidant, de moins en moins. Mais j'ai été parfois très impulsif. Où il aurait fallu un peu plus de retenue. Mais bon, c'est le côté humain. Ah, c'est le côté humain. Avant tout, là, dans cette période-là, on est avant tout humain. Il ne faut pas l'oublier, ça. Dans la profession de guérisseur, il y en a plein qui partent dans des dérives aberrantes parce qu'ils oublient leur côté humain. Est-ce que de temps en temps, vous avez le sentiment de partir un peu? Peut-être trop, ouais. Non, parce que j'aime bien, vous savez, avoir les mains dans le cambouis, les pieds dans la boue. Je me suis décarcassé ces dernières semaines à poser du carrelage en cathédrale. Voilà, vous voyez, j'aime la matière dans laquelle je suis. Donc non, ça me rappelle très vite. Il m'arrive de partir en extase, oui, mais je reviens très vite. Parce que c'est un domaine où on peut y aller. Où on peut, si on s'en donne la peine, on peut y avoir accès. Est-ce que ce domaine, quand vous dites il m'arrive de partir en extase, ça se présente de quelle manière? À quel moment? J'aime bien les balades en montagne. J'ai une maison dans l'Ariège qui me tient à cœur et l'Ariège est un endroit énorme au niveau énergétique et ainsi de suite. Et j'adore me balader là-bas et de me poser. Et parfois, je me pose sur des pierres où il suffit de se poser sur la pierre pour recevoir la totalité de la nature qui est tout autour et de ressentir la pierre, de ressentir tout ça. Physiquement? Physiquement, oui. Physiquement. J'adore découvrir. Dans l'Ariège, il y en a énormément. Dans des bois, vous découvrez des maisons, des hameaux qui ont été envahis par la végétation parce que oubliés. Et là, vous ressentez... Si vous vous posez, vous ressentez l'âme des gens qui ont vécu, qui ont construit ces maisons il y a 400 ans, 500 ans, qui sont en ruine. Et vous vous dites, comment s'organiser? J'aime bien me poser devant les ruines et de voir comment s'organiser la maison autour et ressentir ce vécu-là. Ça, c'est des accès importants. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Robert Martin. Qu'est-ce qu'on peut... Vous voulez une statue comme Robert Martin? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, certainement pas. Non. Vous savez, le but de ce livre, parce que
J'avais le vieux dicton, pour vivre heureux, vivons cachés quand même. Donc Ouais. là, je me mets en lumière, c'est pour essayer de faire prendre conscience aux gens qu'il est temps aussi de sortir de la zone de confort dans laquelle on est et de dire la vérité, de dire ce qu'on ressent, de dire qui on est, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait au fond de soi-même. Être vrai. Vous pensez qu'on peut tout dire? Non, pas tout dire. Il faut surtout pas tout dire. Parce que sinon, on dit tout, ça blesse l'autre. Et il n'est pas question de faire des blessures. Moi, je suis dans l'amour, je ne suis pas là pour blesser des gens. Donc non, on ne peut pas tout dire. Mais être franc avec soi-même, ça, c'est déjà très important. Et quand vous vous regardez dans une glace en vous réveillant le matin et en vous rasant devant la glace, vous êtes fier de ce que vous êtes? Oui, et je m'aime, surtout. S'aimer. S'aimer. Se regarder dans la glace, droit dans les yeux, et le verbaliser. Tiens, je m'aime. Voilà. Je m'aime aujourd'hui. Voilà. S'aimer. Aimer ce qu'on est, aimer son corps, aimer son âme, aimer ses défauts, aimer ses qualités, s'aimer. Être rempli de soi, c'est énorme, c'est colossal. C'est un amour qui submerge, et les autres peuvent venir chercher cet amour. On en a tellement, c'est pas grave, ils peuvent en prendre, ils peuvent repartir un peu avec de notre amour. C'est fascinant parce qu'on pourrait s'imaginer, et encore une fois, on pourrait faire ce raccourci un peu facile de se dire, vous auriez pu être un homme abîmé. Oui, très, très certainement. Mais j'aurais pu, oui, de par mon parcours, de par ce qui m'est arrivé dans ma jeunesse, j'aurais pu être un homme très abîmé. Mais même dans votre carrière professionnelle, oui. Vous auriez pu être un homme abîmé, traumatisé. Oui, tout à fait. Mais je suis un adepte, j'ai découvert ça récemment, de Tahar Ben Sahal, qui est pour la notion du bonheur, et qui enseigne le bonheur à Harvard, mais enseignons le bonheur à nos enfants. Essayons de faire comprendre à nos enfants le bonheur. Et dans le bonheur, il y a l'amour. Alors, il faut vaincre les traumatismes. Et la notion de croissance post-traumatique, mais c'est ce qui devrait être pour beaucoup. Après, qu'il y ait des personnes, parce que c'est leur chemin de vie, qui sont dans le traumatisme et qui ne peuvent pas en sortir, qui doivent faire cette expérience-là, je le conçois, mais il y a beaucoup de personnes qui devraient s'en sortir. Vous êtes résolument optimiste? Résolument optimiste. La vie est belle. Quoi qu'il arrive, la vie est belle. Quoi qu'il arrive, la vie est belle. Wow. Il va y avoir ça va secouer, mais la vie est belle. Ouais. Ça va secouer, mais la vie est belle. La vie est belle. Est-ce que, quand ça va secouer, est-ce que je ferai... De quel côté je serai? Peu importe. La vie est belle. Il faut l'accepter. Il faut être résolument optimiste et plein d'amour. Se dire, attendons-nous à des jours difficiles. Peu importe. Dernière question, Robert, je pourrais vous garder des heures. Vous êtes encore un flic dans l'âme? Ah oui, plus que jamais. Si vous saviez, mais ça m'insupporte de voir les incivilités, ça m'insupporte de voir ce qui se passe actuellement dans le monde. Voilà, enfin, dans notre société française. Je suis flic français, donc je me limite à la France, mais oui, ça m'insupporte. Jusqu'à vous engager en politique? Non. Non. En politique, non. Même si je sais où je suis en politique, mais je ne vais pas m'engager en politique. Je ne pense pas. Non, non, du tout. Puis restez peinard où vous êtes en Ariège. Là, mais déjà, vous savez, Marc, j'ai fait un gros effort de faire paraître ce livre et pour venir vous voir. Ben oui, parce que vu le nombre d'auditeurs que vous avez, c'est énorme, et de spectateurs, téléspectateurs, c'est... D'ailleurs, comment appelle-t-on les internautes? Les internautes. Le nombre d'internautes qui vous regardent déjà, ça, voilà, mais après, je ne vais pas changer mon mode de vie. Je suis convaincu qu'on va nous poser la question, est-ce qu'on peut vous consulter? Alors, j'ai mes consultations durent 1 heure, moi. Voilà, mes consultations durent 1 heure. Je suis à Paris 15e. Mais je n'y suis pas tout le temps. Ah oui. Et mes jours, je ne travaille pas à la chaîne. Voilà. Et donc, c'est pas l'usine. Hein. C'est pas l'usine, c'est pas le but. Ouais. Oui, il y a des gens qui vont consulter. Il y en a certains qui auront accès, d'autres pas. C'est comme ça. Je leur demande d'accepter ce qui doit se passer. Accepter ça, bien sûr. Accepter ça. Voilà.
Chez nos amis de Mama Édition, Robert Martin, le flic guérisseur, quel bonheur d'avoir partagé cet instant avec vous. Un bonheur partagé. Vraiment, alors il y a le gamin évidemment qui a envie de vous parler en vous disant oh, vous avez traité tous ces dossiers qui ont tellement fait l'actualité, Ouais. hein, et voilà. Et donc on se dit, on a envie de vous poser 1 milliard de questions. C'est évidemment pas le sujet aujourd'hui, mais on aimerait savoir parce qu'il y a des tas de choses que vous devez savoir qui ont été dites au grand public et qui ne sont pas nécessairement la vérité sans doute. Oh, la vérité, c'est une vérité. C'est une vérité. Voilà, c'est ça, c'est une vérité. Quand vous êtes sur un dossier comme la tragédie de Lady Di, beaucoup de choses ont été dites sur Vous pensez que tout a été dit juste sur Oui, ce truc-là? beaucoup, oui, Okay, bon. beaucoup de choses. On a joué de malchance sur le dossier de Lady Di, mais je pense qu'on aurait pu presque retrouver la Fiat Uno, qui est la Fiat Uno blanche. Donc... mais bon, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Voilà, il faut l'accepter. Faut accepter. Mais toujours pareil, hein. L'acceptation. Il faut accepter. Merci infiniment. Merci à vous, Marc. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour cette énergie d'amour. Et je vous assure, et c'est pas la flagornerie, c'est vraiment, on ressent ça. Vous dégagez ça. Et on se dit, alors même si la photo, je suis toujours très étonné des photos parce qu'elle est dure, cette photo. Ouais, mais c'est aussi un aspect. Vous avez une gueule de flic là. Ouais. Mais je suis. J'en suis un. Mais voilà, on peut poursuivre. On peut en parler parce pendant que c'est vrai. C'est moi. C'est moi. Là, je suis en bonne compagnie. Pourquoi voilà. Oui. Pourquoi faire la gueule et avoir une tête de flic? Tout va très bien. Je suis en règle. Rassurez-vous, tout va très bien. Merci infiniment, Robert. Merci. On se retrouve très vite. On sait que vous allez partager et commenter. On a besoin de tout cela et de vous abonner, bien entendu. Salut.